Anatole Khelif, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Oui. Et merci à Laurence Honorat de nous avoir proposé de procéder à ces interviews croisées. Oui, je vous remercie aussi. Oui. Nous avons interviewé ensemble Alain Cohn. Oui. Nous allons interviewer ensemble prochainement Pierre Cartier, oui, oui. Mais aujourd'hui, nous interviewons mutuellement. Voilà. C'est une démarche un peu originale. Alors bien entendu, au quotidien, le séminaire que vous animez, on se tutoie, mais aujourd'hui... Mais là, on va se vouvoyer, voilà. Vous voyez, par égard pour les personnes qui vont regarder exactement. et écouter ces entretiens. Alors ma première question, bon, ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît, en fait ça fait même 30 ans jour pour jour, oui, oui, oui. Presque jour pour jour, oui. Parce que je me souviens qu'on s'était croisés lors des concours. Absolument, oui, oui. Aux écoles. Alors. Et, on s'est perdu de vue un moment, mais lorsque je vous ai retrouvé, eh bien, vous vous êtes défini essentiellement comme logicien. Oui. Alors ma première question, pourquoi la logique? Est-ce que la logique qui pouvait paraître être un domaine un peu marginal des mathématiques, à tel point que certaines personnes pouvaient se demander si la logique faisait réellement partie des mathématiques même. Oui. Est-ce que la logique c'était à l'époque tellement intéressant? Qu'est-ce qui vous a attiré? Alors en fait, mon intérêt pour la logique a daté effectivement de bien avant que je commence à faire de la recherche. Il y avait un livre de Roja Peter qui s'appelait Le jeu avec l'infini. Roja Peter ayant eu ma mère d'ailleurs comme élève. Ah bon? Oui. Et alors Roja Peter avait parlé du théorème de Gödel, où on avait des histoires de propositions qui pouvaient être vraies, mais qu'on ne pouvait pas décider. Ce qui donnait à penser, c'est que si l'esprit humain pouvait résoudre certains problèmes, il y avait bien une différence entre l'homme, par exemple, et la machine. Ah déjà? Oui. D'accord. Et donc c'est ça qui m'a motivé pour me lancer dans la spécialisation de logique mathématique. Donc d'emblée, enfin ça préfigure déjà les arguments développés par Penrose, mais on va peut-être en reparler un peu. Tout à fait, absolument. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son livre qui s'appelle Les ombres de l'esprit et dont la traduction anglaise c'est The Shadows of the Mind. Oui, à moins que Les ombres de l'esprit soit la traduction française. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. D'accord. Et donc, après cet intérêt initial, lorsque vous poursuivez vos études en mathématiques, mais finalement, vous décidez de vous orienter vers la logique. Oui. Alors là, c'est toujours cette... Alors, c'est cette motivation qui guide, même si dans ma pratique, effectivement, j'ai plus amené à être résoudre des problèmes plus ponctuels, posés à certaines conférences. D'accord. Parce que les problèmes effectivement de vrais fondements sont extrêmement difficiles. Ah, donc ce qui dans la logique mathématique vous intéresse à cette époque-là, c'est surtout des questions liées aux fondements? Oui. Est-ce que c'est le cas de tous les logiciens à cette époque? Pas forcément. Alors ça c'est difficile à dire, mais bon, de beaucoup d'entre eux. Donc pour vous, les questions de fondement étaient, si j'ose dire, fondamentales? Oui. D'accord. Et pourquoi? Alors parce que ça c'est les questions métaphysiques qui reviennent, qui sommes-nous, où allons-nous? Ah oui. Et également comment notre esprit fonctionne. Parce que quelque part la logique essaie de le décrire de façon très schématique bien sûr. D'accord. Et pour vous, donc, à cette époque, la logique fait totalement partie des mathématiques ou... En fait, quand on remarque, même si l'objet de la logique peut donner écho à des questions qui ne sont pas forcément mathématiques, les outils utilisés par la logique sont vraiment des maths. Oui. Il y a de vrais problèmes de maths. Mais vous dites, les outils utilisés par la logique sont... mathématiques. C'est comme si le rapport entre les mathématiques et la logique était à ce moment-là un rapport d'application. Les mathématiques s'appliquent à la logique. Alors, plus exactement, les mathématiques peuvent s'appliquer à certaines questions qu'on peut se poser, même si effectivement les théorèmes démontrés en logique ne sont pas des réponses directes à ces questions-là, mais sont un peu des avatars à ces questions. En revanche, les théorèmes démontrés en logique, comme par exemple le théorème de Gödel,
eux, sont de vrais théorèmes de mathématiques. Alors, après cette perte de vue, moi je vous retrouve à la bibliothèque de maths de Chevaleret. Les bibliothèques de maths sont toujours des endroits intéressants pour rencontrer des collègues. Et moi à cette époque-là, je m'intéresse déjà un peu aux catégories. Oui. Et alors, les catégories, il faut bien venir aux catégories. Oui, bien sûr. Le séminaire que vous animez le mercredi est un séminaire de logique catégorique. Absolument. Comment rencontrez-vous les catégories? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous prenez connaissance des développements catégoriques? Faites-vous directement le lien avec la logique? Comment ça se Alors, passe? au tout début, lorsque j'ai déménagé dans le 5e, j'ai rencontré par hasard quelqu'un que j'avais connu comme étudiant il y a 20 ans. Donc ça devait déjà être il y a plus de 30, voilà. Il y a une trentaine d'années. Voilà. Donc je parle avec lui, avec un autre, il est accompagné de quelqu'un d'autre qui est catégoricien. Oui. On s'était perdu de vue déjà depuis un moment, on discute ensemble, puis on décide de se réunir ensemble dans des cafés pour faire des maths ensemble. Oui, bonne idée. Là, le catégoricien nous parle des catégories, et il nous parle que ça va traiter des objets mathématiques sur les relations entre eux. Ah. Oui. Alors que la logique va plutôt les décortiquer à l'intérieur d'entre eux. D'accord. Donc ça peut sembler complémentaire, mais au tout début, donc on était 3. Donc, en fait... Et on se réunissait dans des cafés. Donc votre premier sentiment par rapport à la théorie des catégories, c'est que la théorie des catégories serait complémentaire de la logique, Oui. en ce qu'elle mettrait l'accent sur les relations externes en quelque sorte, Oui. entre les objets, alors que la logique, elle, s'intéresse à l'intérieur. Ce que vous avez En gros, c'est ça, oui. Donc une espèce de complémentarité. Absolument. Et justement, vous-même allez certainement évoluer dans votre conception des relations entre la théorie des catégories et la logique. Oui. Et tout en étant en relation avec un milieu, celui des logiciens, Oui. où la théorie des catégories est plus ou moins bien reçue, très bien par certaines personnes et très mal par d'autres. Oui, oui, je sais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc au début, on était 3. Après, avec d'autres personnes qu'on a également connues comme étudiants, on s'est encore regroupés. Donc, on a un peu cru. Alors, là, ça a commencé à croître. C'était pas encore un vrai séminaire, c'était plutôt une bande de copains qui se réunissaient dans des cafés pour parler de maths. D'accord. Et puis, à un moment, il y a l'un d'entre eux qui n'aime pas finir sa thèse. Puis on se dit peut-être qu'il devrait changer de sujet de thèse, on lui cherche un sujet de thèse. Et tout d'un coup, l'un des personnes du groupe trouve un article dont le titre c'est « Le principe général de taux variance », qui a certaines similitudes avec le sujet de thèse que je voulais proposer. On contacte un catégoricien Christian Lair pour lui demander si je ne pouvais pas le prendre en thèse et qu'il ne voulait pas co-diriger. Il a dit que ce genre de choses était plus ou moins lié à un cours de 3e cycle fait par Alain Proutet. Oui. Donc après quelques hésitations, on finit tous par aller à ce cours. Ah d'accord. Donc c'est le cours d'Alain Proutet, soit dit entre parenthèses, un cours tout à fait excellent. Absolument. Et d'autant plus intéressant qu'il vient de quelqu'un qui est aussi informaticien. Donc oui. Il y a cet aspect pratique, si je puis dire, cette visée pratique, oui. Et puis aussi le lien avec la logique. Mais justement, en approfondissant votre connaissance de la théorie des catégories, donc y compris les topos, puisque Alain Proutet aborde les topos, en approfondissant votre connaissance de la théorie des catégories, est-ce que votre vision des relations possibles entre catégories et logique évolue à ce moment-là? Oui, parce que quelque part, on se ramène qu'il peut y avoir certains concepts qui sont similaires, mais exprimés dans des langages différents.
comme par exemple la notion de modèle. Ah, oui. Et il y a aussi la question des logiques, de la logique intuitionniste. Absolument, par exemple la logique intuitionniste et la logique interne donnée dans un topos. Donc à ce moment-là, les catégories vous permettent de circuler entre des logiques différentes. Absolument. Mais d'une manière qui est réellement nouvelle par rapport à ce que vous faisiez avant sans les catégories ou bien déjà avant sans les catégories, j'étais plus quand même dans la logique bien classique. D'accord. J'ai peu touché aux logiques différentes. Donc c'est la théorie des catégories qui vous a amené vers les logiques non classiques. Oui. D'accord. Ah oui, ça c'est très intéressant à noter. Alors, et alors, oui. Ce qui s'est passé après, c'est que une fois qu'on a suivi le cours d'Alain Proutet, après on a commencé à faire nos exposés, nos petites choses à l'intérieur des locaux de l'université, puis on a pris un site internet et c'est progressivement devenu un vrai séminaire. Oui, j'en ai entendu parler, puisque j'y participe moi-même. Bon. Oui. Mais restons, si vous le voulez bien, encore, bien que c'est très intéressant aussi, les aspects humains, les rencontres, c'est aussi ce qui fait la qualité de l'aventure de la recherche. Oui. Mais concernant les contenus, une chose me frappe dans vos travaux, c'est qu'il est souvent question de physique quantique. Oui. Alors là encore, question, s'agit-il pour vous d'un intérêt ancien et comment vous... Alors l'intérêt est effectivement ancien parce que je m'intéressais aussi à la structure de l'univers et des choses comme ça. Maintenant, le rapport entre la physique quantique et ma recherche est effectivement plus récent. Alors il y a eu un moment où j'ai fait des recherches avec un physicien nommé Michel Caffarel lié à la mécanique quantique, mais c'était simplement en fait des recherches d'algorithmes pour calculer des niveaux d'énergie. On n'était pas encore au fondement de la physique quantique. Alors, il y a eu un moment qui était assez curieux dans ma vie de chercheur. J'étais en train de surveiller un examen de maîtrise. Oui. Et puis tout d'un coup, au moment où je surveille un examen de maîtrise, il y a 3 hommes avec des cagoules noires qui entrent, qui crient « je suis à mort » et qui aspergent la salle avec du gaz lacrymogène. Ah bon. Et alors? Et alors, donc moi, je me suis couché à plat ventre comme on fait lorsqu'il y a des attaques de banque. Oui. Et il s'avère qu'il y avait un étudiant qui avait fini l'épreuve, malgré le fait que l'attaque a eu lieu à 1 heure avant la fin de l'épreuve. D'accord. Voire même 2 heures, je crois. Ah. Et donc la secrétaire m'avait demandé de corriger sa copie. Cet étudiant était d'ailleurs assez sourdué en mathématiques. On a commencé à discuter, c'était il y a 20 ans, et à partir de cela, une certaine amitié s'est mise en place. D'accord, d'accord. Et il s'intéressait justement à des mesures de niveau de corrélation entre des systèmes éloignés de corrélation quantique, qu'il a notamment appelé les degrés ludiques. Ah, d'accord, donc il s'agit de Christophe Chalon. Voilà. Après quelques péripéties, parce qu'il y avait du mal effectivement à officialiser cette théorie, il m'a demandé d'être son directeur de thèse et j'ai accepté. D'accord. Ah oui, je ne connaissais pas l'histoire de cette rencontre. Oui. Assez étonnant. Et donc, cet intérêt pour la quantique, à travers donc les discussions avec Christophe Chalon, j'ai souvent le sentiment, en vous écoutant, que pour vous, la logique, dans certains de ces aspects catégoriques, et la physique quantique sont tellement liés pour vous que des fois je ne sais plus si on devrait dire qu'il s'agit à ce moment-là de quantique ou de logique. Enfin, pour vous, c'est vraiment très, très lié. Alors, du moins si on parle des axiomes de la mécanique quantique, après on a une articulation purement logique pour classifier les relations. Oui, parce que vous n'êtes pas physicien. Non. Alors justement, est-ce qu'on peut préciser la différence entre
considérer une théorie telle que la théorie quantique d'un point de vue axiomatique et mathématique avec le point de vue du physicien. Ah ben absolument. Par exemple, le physicien va dire on va mesurer le spin là, dans un système physique par exemple à deux composantes séparées, on va mesurer le spin là, la position là. Nous on va dire simplement on mesure quelque chose là et on mesure quelque chose là, mais que ce soit le spin, la position ou je ne sais quelle propriété, on s'en moque. Oui. Donc on se focalise davantage sur on dit qu'une chose est inobservable et que l'observable soit la position, la quantité de mouvement, l'énergie. Pour nous, ça ne change rien, du point de vue de l'étude qu'on en fait. D'accord. Alors, il y a beaucoup de types de positions possibles par rapport aux difficultés d'interprétation que pose la physique quantique. Oui. Vous, en tant que logicien, vous avez naturellement, j'imagine, plutôt tendance à privilégier des interprétations de nature logique. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire, par exemple, que les bizarreries de la physique quantique correspondent à des bizarreries logiques dans lesquelles des choses ne seraient ni tout à fait vraies ni tout à fait fausses, ou bien ça ne se passe pas comme ça? Alors c'est une interprétation qui peut effectivement se faire. Oui. Pour vous? Alors par exemple, on pouvait étudier par exemple dans un certain topos que quelque chose qui paraissait corrélé est décorrélé dans le topos, mais que effectivement pour ramener ça à un système classique, on a un prix à payer où on perd la notion de vrai et de faux. C'est ça. Voilà. Donc la manière dont vous interprétez les choses change lorsque vous changez de logique. Oui. Par exemple, parce que quand on change de logique, on peut se permettre des choses ou non par rapport à la logique classique. Par exemple, il y a une chose qui est assez claire. Si on s'autorise des probabilités plus petites que 0 ou plus grandes que 1, on a une interprétation parfaitement classique du paradoxe EPR. Ah oui. Reste à savoir ce que c'est qu'une probabilité strictement négative. Alors évidemment, dans ce cas-là, il faudra que les événements ayant des probabilités strictement négatives ou strictement plus grandes que 1 ne soient pas observables. Parce que quand même, dans une théorie physique, il faut que pour ce qui est observable, on retrouve nos sensations. Pour ce qui n'est pas observable, on peut se permettre de délirer, mais à la condition de choisir la théorie la plus simple possible. Il y a là, vous utilisez le mot délirer, il y a là quelque chose de très intéressant parce que, au fond, les mathématiques et la science en général sont une activité connue pour être éminemment rationnelle, ce qu'elle est, et en même temps, on a l'impression, en vous entendant et en vous entendant utiliser ce terme de délire, mais on a vraiment le sentiment que de toute manière qu'il y a un appel à l'imagination et à la créativité extrêmement important. Et donc la science ne serait pas entièrement du côté de la rationalité, mais elle n'est pas non plus du côté d'un délire. D'ailleurs, Einstein lui-même, quand il parlait de la rationalité de la science et de la capacité d'expliquer le monde, il disait qu'il faisait un acte de foi. Alors, est-ce que justement, et pour vous personnellement, comment vous vivez cette chose-là, il n'y a pas une espèce d'équilibre permanent à trouver entre les contraintes de la rationalité et le pouvoir créatif de l'imagination, éventuellement une imagination en quelque sorte délirante? Alors ça me rappelle une chose que Descartes disait, qu'est-ce qu'on fait si on est perdu dans un jardin? Ou bien on reste sur place parce qu'on n'a aucune raison rationnelle d'y aller, ou bien on se dit qu'on ne trouve pas le chemin, ben allons-y, on finira bien par sortir. Et donc se perdre fait partie des moyens de trouver son chemin, quoi. Voilà. Il faut accepter de se perdre. Absolument. Je crois d'ailleurs que c'est une des choses qui limite la progression des jeunes, des lycéens ou des étudiants en mathématiques, c'est quand ils refusent de se perdre, imaginant que s'ils se perdent, c'est qu'ils ne sont pas assez bons, alors qu'en fait,
pour progresser, il faut accepter de se perdre. Absolument, d'ailleurs c'est une chose pareille qui avait été dite dans un film où Cédric Villani avait, je crois, participé à la mise en place, qui s'appelait « Comment j'ai détesté les maths ». Ah oui, oui, oui. Un très joli film. Il y a une chose qui m'a impressionné aussi récemment, vous avez publié sur le site Archive oui. un article consacré aux variétés stochastiques. Oui. Et lorsque vous êtes venu nous en parler à votre propre séminaire, oui. Vous avez précisé que cela faisait 10 ou 15 ans, je crois que... Une petite vingtaine d'années, oui. Une vingtaine d'années que oui. vous aviez entrepris ce travail. Alors on n'a pas entrepris le travail avec l'objectif d'écrire un article. Mais en fait, voilà ce qui s'est passé. À l'époque, c'était il y a 25 ans, j'étais tout jeune assistant. Puis des amis à moi me demandent de suivre un cours de géométrie différentielle. C'est là que je fais la connaissance d'un vendeur de tableaux passionné par les maths qui s'appelle Alain Tarica. Oui. Puis à un moment on se perd de vue et on se retrouve 2 ans après. Alors il dit qu'il suit un DEA de physique mathématique, on discute ensemble, puis il me propose qu'on travaille un peu ensemble. Donc pendant plusieurs années, on prenait des livres, soit d'analyse, soit de proba, et on les lisait ensemble. Au début, il n'y avait pas un objectif vraiment précis d'écrire ou de résoudre un problème particulier. Et au fur et à mesure, les 5 dernières années, c'est là que les choses ont commencé à se déclencher. D'accord. Mais tout de même, ça montre une ténacité, et probablement une ténacité nécessaire. Oui. Que les choses demandent du temps aussi pour mûrir. Absolument. Même quand le résultat, alors là c'est pas forcément le cas parce que c'est tout de même assez complexe, mais parfois on finit par trouver des choses qui ont l'air simples, n'empêche qu'il aura quand même fallu tout le temps du mûrissement. Absolument, c'est comme l'histoire de l'œuf de Christophe Colomb. C'est-à-dire pour tenir l'œuf, il se met à le couper, voilà. D'accord. Alors oui. J'ai noté aussi que parmi vos centres d'intérêt, il n'y a pas que les mathématiques et il n'y a pas que la physique. Oui. Vous êtes intervenu dans des cercles psychanalytiques. Absolument. Vous manifestez régulièrement un intérêt pour la philosophie, oui. la Alors, métaphysique oui. en particulier. Alors justement, il y a une chose qui m'a pas intéressante. Quand j'ai assisté au cours d'Alain Proutet, il y a des psys qui sont venus. Ah. Des psychanalystes? Des psychanalystes. Oui. Et après, j'ai remarqué une chose frappante, c'est que le type de maths qui intéressait les psychanalystes, notamment lacanien, même si je ne suis pas moi-même spécialement lacanien, et le type de maths qui intéressait les physiciens de la gravité quantique était assez proche, même très proche. Ah, c'est-à-dire, vous pouvez préciser un petit peu? Alors, il y avait une notion de topos, il y avait une notion de logique intuitionniste. D'accord. La phrase « ce qui ne cesse pas de s'écrire ou de ne pas s'écrire ». Oui. D'accord. Qui semblait indiquer une logique différente du oui ou du non. Voilà. Et donc, ça m'intéressait de creuser un peu ça. D'accord. Alors, écoutez, pour conclure, il nous reste quelques petites questions. Oui. Il y en a une sur l'aspect collectif et sur l'aspect individuel de la recherche. Parce que je suis assez frappé aussi, vous animez ce séminaire, oui. Donc c'est un lieu de rencontre et de dialogue. Oui. Et je constate à quel point ces dialogues sont importants. Oui. Pour progresser. Donc indubitablement, il y a un aspect collectif dans la recherche. Et en même temps, la recherche, elle est en très grande partie individuelle. C'est un travail personnel où on est seul pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines. Oui. Donc il y a ces deux aspects. Et pour vous, comment ça s'articule? Au tout début, effectivement, de ma recherche, c'était assez en individuel, ou même si c'était en collaboration, c'était avec une seule personne. C'est à partir du moment du séminaire que le travail s'est plus en plus fait en équipe et en réseau. Alors, pour terminer, trois questions. Une question un peu de fiction. Oui. Si vous aviez l'occasion
de rencontrer Alexandre Grothendieck, Oui. quelles questions aimeriez-vous lui poser? Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut s'engager dans les maths? Ah, mais cette question, si vous lui posiez cette question, ce ne serait pas pour vous, puisque vous n'êtes plus, excusez-moi, vous n'êtes plus un jeune qui veut s'engager dans les maths. Non, j'ai 50 ans, je sais. Et vous êtes engagé dans les maths depuis au moins 30 ans. Oui. Donc, une question vraiment pour vous par rapport à vos... parce que la question que vous venez de donner, c'est moi qui vais vous la poser dans un moment. Oui. Mais par rapport à vos recherches, par rapport à vos centres d'intérêt... Il y avait une phrase de Grothendieck que j'ai relevée et que j'ai fini par mettre en tête de mon article qui vient sur Archive, c'est lorsque on veut construire un espace géométrique, on ne construit pas l'espace géométrique, on construit l'algèbre de fonctions définie sur l'espace géométrique. D'accord. Donc je peux lui demander de commenter cette phrase. D'accord. Donc c'est dire que vous vous sentez très proche de la démarche de la géométrie non commutative. Oui, exemple, hein. oui. Parce que quelque part, les idées de Grothendieck inspirent quand même de façon plus ou moins directe le séminaire que nous organisons. Oui. Cette dualité entre espace et fonction, Oui. enfin, entre espace et algèbre, au fond, c'est un peu la dualité fondamentale qui va parcourir tout ce type de travaux. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que ça oriente toutes les mathématiques contemporaines depuis oui, au moins tout à un fait, siècle. oui. Oui, oui. Alors, justement, je vous pose donc cette question. Oui. Que diriez-vous à un jeune pour lui donner envie de faire des mathématiques? Alors d'abord, il faut voir que c'est une sorte de jeu, un peu comme un puzzle qu'on cherche à rassembler. Et puis il faut donner aussi le conseil d'être patient. Ah oui. C'est-à-dire on ne va pas forcément trouver la solution tout de suite. D'accord, d'accord. Et pour finir, alors ma dernière question, je vais la poser comme ça, de manière assez directe, c'est au fond, que cherchez-vous? Ben là j'ai des morceaux de puzzle que je vois, Ouais. donc j'essaierai un peu de les rassembler pour voir à quoi ça ressemble. Donc ça veut dire que votre motivation profonde, votre moteur principal, c'est une recherche d'unité, de chercher à assembler les pièces d'un puzzle. C'est ça, oui. Bien, je vous remercie. Ben, je vous remercie moi aussi. Comment faire pour faire chauffer de l'eau? Alors, d'abord, on considère qu'il y a une casserole, il n'y a pas d'eau dedans. Le mathématicien comme le physicien disent, je mets de l'eau et j'allume le gaz. Maintenant, deuxième problème, on a déjà de l'eau. Le physicien dit, j'allume le gaz. Le mathématicien dit, je verse l'eau et je suis ramené au problème précédent.